Avec Croque-Frais, au rayon fruits et légumes. Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne. On vous embarque pour 52 minutes d'émission consacrée pour partie à l'exposition du brodeur quimpérois Pascal Jaouen, Lusca, faire ensemble. C'est son titre, vous l'avez compris, c'est une exposition commune à 6 mains, réalisée avec la tapissière d'ameublement Delphine Aubert et puis l'artiste plasticien Michel Costiou qui sera également avec nous ce matin. À découvrir jusqu'au 14 septembre à l'école de broderie d'art de Quimper, des robes, des meubles, des accessoires richement peints ou brodés. À découvrir tout à l'heure, vous allez vous en mettre plein les mirettes. Ce matin également, l'un des trésors du musée des Beaux-Arts de Rennes sera également sur le plateau. Le conservateur François Coulon nous l'amène. C'est une exclusivité parce qu'il n'a jamais été présenté dans les collections et encore moins à la télé. Alors il nous fait ce cadeau. Côté archives, nous retrouverons Christelle Molina, la déléguée régionale de l'INA Atlantique, et elle nous amènera en vacances, mais avec une machine à remonter le temps. Nous irons jusqu'en 1964. Et puis nous retrouverons bien entendu, comme chaque lundi, les offres d'emploi bretonnes de notre expert en recrutement Sébastien No, sans oublier l'ami Billy qui sera ce matin au jardin Rocambole à Cornu en Ille-et-Vilaine. Voilà, côté météo, la vigilance orange, orage est maintenue jusqu'à ce soir 19h sur les 4 départements bretons. Faites donc très attention lors de vos déplacements. Allez, vous restez avec nous justement, c'est une bonne raison de regarder cette émission. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Cette émission est diffusée en live. On vous attend tout de suite, 9h50 le matin, Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bonjour Michel Costiou, bonjour Christelle Molina, bonjour Sébastien No, bonjour Pascal Jaouen, bienvenue. On est très heureux de vous recevoir. Alors, puisque l'exposition s'appelle Faire ensemble, enfin Lusca avant, Faire ensemble, c'est ça, on va vous proposer à tous un petit quiz justement autour des trios bretons célèbres. Ah bah dites donc. Vous allez voir ça. Alors, puisque vous êtes des artistes, que vous avez travaillé tous les trois ensemble, avec donc Delphine Aubert, la tapissière d'ameublement qui n'est pas là ce matin sur le plateau, mais à qui on pense bien, forcément, eh bien on va s'intéresser à ces trios célèbres. Alors, quel trio célèbre chante dans les prisons de Nantes? Triane. Ben voilà, Michel, très simple. Allez, un suivant, un autre. Ils sont 3 frères spécialistes du corn à discorne. Les frères Morvan. Voilà, mais ils sont incollables. Ben oui, bien sûr. Qui est le trio EDF? Peut-être que je vais réussir à vous coller. Oui, culturel. Les trios EDF. Ils sont bretons, hein. Attention. C'est pas Mélène Favenet? Mais si, exactement. Patrick Ewen, Gérard Delahaye et Mélène Favennec, tout à fait. Donc vous êtes super forts. Allez, un petit dernier. Elles étaient 3 bigoudaines dans une pub célèbre. Pour quelle marque? Est-ce que vous vous rappelez? Tipiac. Bah, bien sûr, ces fameuses bigoudaines de la pub Tipiac. Bon, bah écoutez, vous êtes tellement forts que voilà quoi. On va continuer cette émission. J'avais prévu plus de temps, mais là, vous êtes tellement doués que... Eh bien, on enchaîne tout de suite. Allez, on va retrouver notre ami Billy au jardin Rocambole à Cornu, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors moi ce matin je suis au jardin Rocambole, j'ai décidé de ne pas travailler. Je vais regarder le jardin pousser tout seul et puis voilà, comme ça on va buller toute la matinée. Mais non, je rigole. Je vais vous montrer le jardin, le potager avec notre ami Luc. Tu vas bien Luc ce matin? Ouais, on est revenu au potager. Voilà, tout à fait. La dernière fois qu'on était venu on a vu plein d'autres choses et là c'est le potager. Qu'est-ce que C'est t'en quoi ces penses? petites traces bleues là que tu as dessus? Alors, sur les pommes de terre, là, tu vois, vu les 50 mm d'eau qui sont tombés hier, j'ai mis un peu de cuivre en préventif parce que là, D'accord. tu vois, c'est tombé toute la journée quasiment. Et là, vu le feuillage est très exubérant. Mais alors en préventif de quoi? Des dorifores Non, ou... pas les dorifores, contre le mildiou de la pomme de terre. Ah oui, c'est le vrai que même l'eau, sur la tomate. Ouais. c'est le mildiou. Là, mes poireaux fraîchement plantés de la semaine dernière, D'accord. ils sont déjà redressés, ils sont déjà repartis. Je vois qu'il y a des petites fleurs entre chaque, là, c'est des petites fleurs C'est des capucines qui relèvent toutes seules, mais je vais les... Voilà, a des priori, petites je vais les capucines oubliées, quoi. oublier, mais qui peuvent devenir exubérantes, donc je vais a priori les éliminer par le premier sarclage. Le premier sarclage, d'accord. Voilà. Oh là là, j'adore vraiment ton petit jardin, là, c'est vraiment Ça pousse superbe. beaucoup avec l'eau qui est tombée, c'est vrai que les petits pois comme les haricots qui sont là, tu vois, ils sont vraiment très...
Ils sont C'est superbes. beau, Hein. on va commencer à les cueillir cette semaine normalement. Oh, excellent. Donc là, une fois n'est pas coutume, parce que c'est bien la première fois que je vois ça dans ton allée de jardin, tu as mis des petites briques comme ça au sol. T'as vu ailleurs du sable, des briques, des ardoises. C'est pour mêler les couleurs. C'est hyper sympa. Pour changer de la pelouse. Donc là, les haricots. Bah écoute, ouais, regarde, ils sont. Ah oui, il y a plein de d'accord. fleurs. Et Les fleurs de haricots, c'est commencent quand à même se former. superbe, hein. Dans une semaine, on va avoir des haricots plein J'en de ai paniers. pris Plein de juste pour paniers. vous montrer les petites fleurs C'est de de variété haricots. violette, il y en a des blanches, ça, ouais, tu vois derrière, elles sont plutôt rosées. D'accord. Et toujours Là- les petites capucines qui sont dedans, mais celle-ci, elle a déjà fleuri. Hein. Voilà, donc les haricots vont drôlement produire. Il y a un peu de limaces qui ont fait des dégâts, comme partout cette année, mais c'est pas méchant. Pourquoi c'est une année à limace cette C'est année une année à limaces, ouais, alors, terrible. Oh là, alors là, je me prends dans les branches. Le houblon. C'est le Voilà, houblon là qui est Là, là. les petits panais qui lèvent, regarde. Ah les oui, petits panais, ça c'est une graine qui n'est pas toujours facile à faire germer. d'accord. Et là, je suis content parce que la levée est régulière. Ça pousse tout doucement le panais, mais c'est quand même un très bon légume. Ah oui, moi j'adore. Tu fais une petite purée de panais là Voilà. pour Donc, l'hiver. on va passer c'est vraiment derrière les petits pois qui sont en train d'être cueillis. les petits pois qu'on avait vus la dernière fois. Voilà, où j'ai mis plein de petites rames, surtout pour empêcher les pigeons de venir volter dessus, parce qu'ils sont très friands de petits pois. Ah ouais, des jeunes pousses comme ça. Voilà. Et là, j'aperçois dans le fond, c'était les fèves qu'on avait vues au tout début. Oh là là, alors là, on peut faire un petit salades, ouais. passage là sur les salades. Attends, vas-y, Ouais, on va ça, juste ça- aller voir. Ça Les crée, salades ça- qui sont magnifiques là. ça crée de la couleur, ouais. Il y a juste une salade qui a fondu Ah ouais, là. une petite Mais voilà. fatiguée, Un mélange de celle-ci. batavia, de feuilles de chêne, de laitue, ça fait tout de suite un effet couleur sympa. Bon, super. Tiens, viens voir les fèves par là. Les fèves. Ah ouais. Alors les fèves ici, elles sont vraiment énormes. Hein. Oh, ben, elles ont eu un peu de puceron, maintenant il est un peu éliminé, tu vois, il est pas resté, puis elles sont en train de se former, on va avoir une Je récolte. sais pas bientôt. si on voit bien, Laurence, ici. On peut commencer à les cueillir bientôt là. Ouais. Les fèves, elles sont énormes. Elles là. sont pas énormes, non, elles sont correctes, mais tu vois, quand elles deviennent marron, c'est là qu'il est temps de les cueillir. D'accord. Bon. Et Eh voilà. ben, écoutez, Rocambole, ce n'est pas que le jardin. Tout à l'heure, je voulais vous montrer quelque chose, c'est les expos qu'il y a ici à Rocambole. Ah bah oui, Donc c'est on va un petit aller peu faire un comme petit tour dans les... les expositions, comme on voit un peu là, les petites sculptures qu'il y a partout. Allez, à tout à l'heure pour les expos. Merci Billy. Vous remarquerez le microclimat au-dessus des jardins Rocambole à Cornu. Allez, on va maintenant parler du soleil que vous amenez justement vous à l'école de broderie d'art de Quimper, Pascal Jaouen. Hein. Pourquoi vous avez eu l'idée d'une exposition commune à 6 mains? C'était pas suffisant de mains finalement maintenant? Non. C'est bien de s'associer avec d'autres artistes. Et puis Michel, que je connais depuis très longtemps. Et Michel Costiou, hein, qui est donc Michel artiste Costiou, plasticien, artiste qui est à nos peintre. côtés. Et que j'ai connu il y a une trentaine d'années, lorsque je faisais partie du cercle de Pont-l'Abbé, m'a toujours intéressé par son travail, le mouvement. Et je voulais travailler, moi, une exposition sur le mouvement, parce qu'on prépare non seulement on a une expo, mais aussi une collection qui va être présentée l'année prochaine, qui est sur le mouvement, c'est sur la route de Saint-Jacques. Et je voulais dès maintenant mettre en œuvre deux autres artistes, et Delphine et puis Michel, pour cette nouvelle exposition, et en présentant quelques pièces déjà pour le défilé 2019. Alors, je vous propose qu'on découvre tout de suite en images pour les téléspectateurs ce que ça donne sur place justement. C'est un reportage de Muriel Lemorvan et Gonaël Bron. 3 artistes, complices, pour créer ensemble une tapissière, Delphine Aubert, un peintre, Michel Costiou, et un brodeur, Pascal Jaouen, dans un même élan et parfois sur le même support. Soit lumineuses, rondes, colorées, les danseurs virevoltent, les colibris dansent, ode chatoyante au mouvement. C'est un oiseau qui a un mouvement super rapide, mais en même temps, quand il butine, il reste sur place. Il a un sur-place qui est surprenant. Donc, et puis dès qu'il se sent chassé, hop, il s'en va. On n'a même pas eu en un éclair. Donc j'aime beaucoup cet oiseau-là. C'est peut-être un petit peu pour ça qu'on m'appelle un peu le Speedy à l'école, parce que je suis un petit peu dans cette nervosité. Michel Costiou est lui le colibri de la peinture, saisissant au vol les fulgurances des danseurs et autres acrobates. Ce fut pour lui un vrai défi de confier à des plis, à des fronces, ces rondes endiablées. Je pense que Nathalie, la couturière, a eu beaucoup certainement d'appréhension pour couper dedans. Les plis, ça vous frustre, mais en même temps, c'est ça aussi qui redonne... un côté magique. Je pense que s'il y a le mouvement de la danse, ça peut devenir quelque chose de... très... Ce fauteuil Voltaire ne risque pas de s'envoler en l'air pour un double salto arrière. C'est le cadre contraint que le peintre a accepté pour ses acrobaties, le brodeur arrivant lui derrière avec perles et paillettes pour prendre des risques. On peut constater que dans ce travail, il n'y a pas du tout de noir. Et je trouvais que ça en manquait quand même. Donc
j'en ai pas mis du tout, sauf qu'au niveau des boutons, ici j'ai osé utiliser la perle noire en ne sachant pas ce que Michel aurait pensé. Mais j'ai osé. Il faut savoir une chose, c'est que quand je fais confiance à quelqu'un pour un travail comme ça, je fais confiance. Il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Confiance, respect, humilité. 3 mots-clés pour cette expo de l'été à l'école de broderie d'art de Quimper. C'est magnifique, effectivement. Jawen Le Speedy et Michel Costiou, le colibri, 2 oiseaux rares sur ce plateau ce matin. C'est compliqué de travailler sur l'œuvre de quelqu'un d'autre, en fait. Oui, parce qu'on doit, il y a un respect déjà de l'autre. Il y a aussi, bon, il faut connaître, enfin, il faut avoir bien se connaître. Ouais, il faut bien se connaître. Il faut avoir une connaissance de ce que fait l'un, l'autre, et le travail de Delphine aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier de Delphine. Et après, c'est avec, c'est une histoire de confiance. Mais bon, ça fait 30 ans qu'on se connaît. On n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et puis c'était le moment. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Non. Michel Costiou, vous confirmez, vous vous êtes dit comment souligner le travail sans le dénaturer, le travail de Pascal? Oui, il y a celui de Delphine. plusieurs. Moi, dans le tissu, par exemple, j'ai eu la part belle parce que je faisais ce que je voulais. Ah, c'est bien. C'était bien. Bon, Pascal m'a dit, tu fais ce que tu veux, à condition que ce soit du mouvement, bon, débrouille-toi. Donc j'ai essayé. Bon, après, je travaille beaucoup dans le monde du spectacle. Je sais ce que c'est un costume, je sais ce que c'est qu'une robe, un tissu. Donc j'avais quand même le souci de la matière déjà, parce qu'il fallait que je garde mon écriture et que je trouve quelque chose qui permette de conserver la fluidité de la matière. Parce que je n'aime pas quand un peintre intervient sur du tissu et qui cartonne et qu'après, bon, le tissu n'est plus un tissu. Voilà, j'aime bien garder cette notion-là. Donc ça, c'était une première contrainte. Et après, bon, c'est vrai que je me suis laissé aller complètement. Donc c'est pour ça que je disais dans le reportage que je pense que Nathalie qui a coupé dedans a dû avoir quand même quelques angoisses de savoir dans quel sens ou pas. Voilà. Après le fauteuil, par contre, il a été contraint. C'est-à-dire que là, j'avais un plan, j'avais un patronage et j'ai dû suivre une forme et imaginer aussi, parce que ça paraît pas, on a l'impression que c'est plat. Mais il y a le retour, par exemple, il y a le capitonnage, et là, à quel moment le dessin se perd, à quel moment il valorise le volume. Voilà, donc là, j'ai eu un vrai travail presque de travail en volume sur ce, et je trouve que après le travail de Pascal a été sublime dessus. Et ça, je ne l'ai découvert que le jour de l'expo. Ah oui. Donc il y avait ce jeu-là aussi. Hein, c'est comme voilà. Il y avait la surprise également. Voilà, les robes, c'est pareil, je ne les ai pas vues avant l'exposition. Et donc là, pour moi, c'est la pièce qui m'a le plus ému parce que c'est un travail, c'est souligné, c'est éclairé, je dirais. C'est un peu comme s'il avait mis une lumière à l'intérieur, sans jamais dénaturer le trait. Et ça, c'est superbe. Alors, vous la définissez tous les trois un petit peu comme une exposition pour s'émouvoir. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle est subtile, elle est raffinée, elle est... Moi, je n'ai jamais travaillé dans cet ordre-là. Hein. Bon, c'est vrai que les collections qu'on a présentées ont toujours été, ont été, à mon avis, belles, mais travailler avec 2 autres personnes et puis aller dans le sens du beau, du chic et du... Vous allez toujours dans le sens du beau et du chic, oui, quand même. Mais avec d'autres personnes, c'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat, c'est sûr. Parce qu'il faut respecter l'autre personne, ne pas s'accaparer à soi la pièce, parce qu'elle est à 3. Donc trouver les doses. Donc c'est l'ego qu'on prend un coup? On donne un peu de soi finalement Ah oui, on se donne beaucoup de soi et puis on donne beaucoup de... Enfin, c'est surtout beaucoup de respect vers l'autre. Michel parlait de Voltaire. Moi, quand j'ai vu cette pièce-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Comment ne pas effacer... Il fallait surtout pas que j'efface le travail de Michel. Il fallait que je la rende plus belle, mais à ma manière. Donc ça a été une broderie très subtile et ça a ravi tout le monde. Ça n'a pas ravi que Michel, mais aussi la tapissière et Yann Lagoutte, qui est le commissaire de l'exposition. Eh bien, ça a sublimé tout le monde. Et pour moi, c'est une belle réussite d'avoir préparé cette exposition, la présenter au public, pour montrer qu'en Bretagne, eh bien, il y a des artistes qui peuvent travailler du design nouveau, contemporain, tout en respectant notre culture. Et c'est une des plus belles expositions que j'ai préparées. Oui.
Et fier de l'avoir fait. Ça se sent, ça se sent. Il y a aussi beaucoup de couleurs. Oui. Ça, c'était important pour vous tous de mettre en avant la couleur. C'est une sorte de célébration de la couleur. Oui, tout à fait. Moi, je suis très catalogué noir et blanc. Ah bah là, pour le coup... Parce que je travaille beaucoup dans les spectacles, dans la pénombre, donc je travaille à l'encre de Chine. Donc ça, c'est la plus grande partie de mon activité graphique. Mais après, je fais beaucoup de choses en couleur, en atelier, avec des danseurs en performance et autres. Mais bon, c'est pas le noir et blanc, ça passe plus dans les journaux, ça passe plus un peu partout. C'est une image facile aussi à capter, elle se diffuse plus facilement. Voilà, donc je suis très content là de ne pas d'avoir eu cette occasion de la couleur. Et bon, il y a un peu de noir, mais très peu. Et justement pour montrer que je suis aussi coloriste et que je suis aussi peintre et que je suis pas que graphiste. Et voilà. Mais j'aime beaucoup le noir et blanc. Et l'encre de Chine Voilà. Mais ce que j'ai aimé dans ce travail-là, c'est que j'ai trouvé une manière, avec des stylos particuliers, de pouvoir avoir le même graphisme sur le tissu. Et ça, c'est important parce que je voulais que ça devienne autre chose dans la globalité, mais pas dans l'acte. Et je voulais garder l'acte de la vitesse parce que pour moi, c'est quand même c'est ma raison de vivre quelque part. On parlera de votre travail plus en détail un peu plus tard dans cette émission. Donc cette exposition, elle est à découvrir jusqu'au 14 septembre. Il y a combien d'œuvres? 70 à peu près, à peu près. 70 œuvres. Ce sont des pièces uniques, évidemment. Oui. Ensuite, elles vont donc nourrir une collection. Une nouvelle collection. Alors dites-nous en plus, Pascal. Moi, mon souhait, c'est avec Delphine et Michel, on espère que des gens seront intéressés pour exposer notre travail en commun, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête à Quimper. Il faut qu'on puisse montrer ce que notre travail en commun a rapporté au niveau qualité. Et puis après, moi, je travaille là. On est à fond sur la nouvelle collection. Sur la route de Saint-Jacques, donc ça va être une collection qui va être présentée au fil à Lorient l'année prochaine. Au Festival Interceltique. Ouais, donc ça demande beaucoup de temps et le travail qu'on a mené, Michel et moi, m'a donné des ailes comme les petits colibris, parce que c'est un bon départ et on n'a même pas fini de faire cette collection que Michel a une idée de cap. Enfin bon, voilà, on est parti sur des délires. Non mais c'est très bien, c'est très bien. C'est très beau. Et pour une fois, je vais pas utiliser des tissus qui sont comment tissés. C'est un peintre qui peint sur des tissus. Je sais plus combien de mètres Michel a peint. Moi, je trouve ça fantastique. Et puis, c'est inédit. Donc, c'est formidable pour moi de travailler sur l'inédit. Ça va faire donc évoluer aussi votre travail, à vous, évidemment, d'avoir eu ces 4 autres mains qui sont venues... Mon travail, celui de Nathalie, parce que travailler sur des tissus qui sont peints et oser le découper, quand j'ai vu les tissus à Paris, dans son atelier, je me dis, mais comment allons-nous couper ces tissus? Comment pouvons-nous? Parce qu'on coupe une œuvre. C'est difficile pour un artiste d'aller découper l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et moi, j'en suis encore un peu bouleversé. C'était découpé pour faire une œuvre aussi. Donc, c'était pas simplement découpé pour découper. Non. Donc, ça faisait partie du processus de l'œuvre. À partir du moment où c'est le code au départ, pas de souci. Non, pas de souci. Tous à vos ciseaux. Allez. Oui. De toute façon, il n'y a que des talents, donc ça ne peut donner que des bons résultats. Exactement. Voilà. Je vois Sébastien et Christelle qui ont des yeux brillants. Alors, est-ce que ça vous inspire cette exposition? Je trouve ça magnifique. Enfin, j'ai un peu flashé sur les papillons, je dois avouer, parce que je suis une fan des papillons. Et puis j'adore les colibris aussi. Je trouve que c'est un oiseau. J'ai découvert ça en Guadeloupe. C'est vraiment un oiseau magique. Non, je suis soufflée, en fait. On puisse. C'est pas du tout mon domaine, donc je suis sensible. J'espère que je pourrai. J'irai voir l'exposition parce que. Bien, venez. Et vous, Sébastien? Avec plaisir. Simplement, je suis assez épaté du fait de découvrir au dernier moment la confiance donnée. Parce que quand on sait un artiste qui crée une œuvre, que quelqu'un vienne derrière, donc 30 ans de complicité, c'est ce qui m'épate, on va dire, dans ce que j'entends là. Très beau. C'est peut-être ça l'art. Oui, peut-être. C'est peut-être aussi cette liberté-là. Mais cette capacité à accepter aussi. Parce que dans l'œuvre d'art, vous avez la création propre.
Après, il y a ce qu'on en fait. Et la valeur, bon, ça devient une œuvre à vendre, à acheter, à exposer autre. Donc là, une valeur après marchande quelque part. Mais au départ, tout devrait être gratuit et pour le bonheur de faire, simplement. Je crois qu'on a travaillé vraiment par le cœur. Pour le bonheur, de faire ensemble. Et c'est là, je pense, qu'on peut dire que c'est une exposition sur l'émotion. Oui. Parce qu'il y avait ce qu'on a ressenti des uns des autres, on ne se connaît pas, je veux dire, on connaît une partie de notre vie, pas le reste, et c'est ce qu'on a mis ensemble, en échange. Et après, après on verra comment les gens perçoivent ça, mais c'est du domaine de l'émotion, c'est sûr. Alors, on va rester justement dans le domaine de l'émotion tout au long de cette émission. Je propose maintenant une petite idée de sortie et de découverte. Alors, on va se rendre sur le littoral, la découverte de la faune et de la flore, le temps d'une marée. Alors oui, ce ne sont pas tout à fait la même faune et la même flore quand la mer, évidemment, se retire. Une sortie de 2 heures qui est encadrée par un animateur spécialisé. On va tout de suite regarder le reportage à Perros-Guirec de Jérémy Armand et Baptiste Galmiche. Lorsque la mer se retire, une nature sauvage sort de l'eau. À Perros-Guirec, l'estran se laisse compter. Il y a une multitude d'animaux aussi qui sont des fois assez étranges. Entre air et mer, coquillages et crustacés vivent au rythme des marées. Pour ces apprentis pêcheurs, mieux vaut se méfier des apparences. Certains vont me dire « Ah mais c'est un bigorneau !» Oui, mais c'est le faux. L'orifice aussi, il est très nacré, il brille pas mal. Alors que le bigorneau, ça l'est beaucoup moins. Moi, c'est un Bernard l'ermite. Parce qu'il faut que ce soit nacré. En caillou. Tu trouves qu'il est très nacré? Dans cette famille parisienne en vacances, c'est Louis, le spécialiste des algues. Il y avait plusieurs sortes d'algues et que certaines avaient des crampons pour s'accrocher et puis voilà. Ça, c'est le goéland. C'est bien de découvrir les us et coutumes et les modes de vie. Et c'est une façon originale de se cultiver et puis en même temps de passer un bon moment. Passer un bon moment tout en préservant l'environnement. Alexandre délivre les bonnes pratiques de la pêche à pied. La pêche à pied, c'est une activité qui se développe beaucoup. Qui est réglementée sur les prises, mais après c'est une activité aussi accessible à tout le monde, donc tout le monde n'a pas aussi l'éducation pour venir prélever des animaux, donc c'est vrai qu'on voit des espèces qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent en plus grand nombre. Alors, qui réapparaissent en plus grand nombre. Et bien voilà, les sorties découvertes de l'estran sont prévues pour le moment jusqu'au 15 août. Vous pouvez vous renseigner auprès de l'Office de tourisme de Perros-Guirec. Il y a également, bien entendu, d'autres communes de la côte qui en organisent. Donc, n'hésitez pas à réserver. Voilà, on va parler encore de vacances avec vous, Christelle. On est dans l'ambiance, là, on est début juillet. Vous allez nous faire monter dans la machine à remonter le temps, justement. Jusqu'en quelle année ? Alors, en 64, j'ai choisi bien sûr un sujet d'actualité parce que c'est les vacances. Et surtout, je trouve que c'est un sujet, on va dire, un peu intéressant par rapport à la façon, à la scénarisation un petit peu de la scène. Je vous laisse découvrir, Allez, on regarde en parler. Nous avons évoqué jusqu'ici différents aspects de l'opération vacances. Mais il est bien évident que l'une des premières intéressées dans cette opération, c'est quand même la ménagère. Madame, nous vous avons trouvé ce matin à Saint-Malo, vous êtes en vacances. Oui, monsieur. Avec la famille. Avec la petite famille. C'est-à-dire ? C'est-à-dire j'ai 3 enfants. Régine qui va avoir 7 ans, Gilles qui va avoir 5 ans et Pascal qui va avoir 3 ans. Et mon mari, bien sûr. Oui, et vous faisiez votre marché. Je faisais mon marché, oui, monsieur. Alors que pensez-vous des prix avec l'opération vacances ? Eh bien, d'abord, il faut noter que sur la côte, dès l'arrivée des estivants, les prix sont majorés de façon assez sensible. Et à mon avis, l'opération vacances était absolument nécessaire pour freiner cette augmentation-là. Oui. Est-ce que vous constatez alors une nette différence entre les commerçants qui pratiquent l'opération vacances et puis les autres ? Oui, franchement, on constate une certaine différence. Mais pourtant, il y a une petite restriction. Je trouve que cette opération vacances porte sur un nombre assez limité de produits. Et qu'on devrait étendre cette opération vacances à d'autres produits de grande consommation. Oui, ce matin, par exemple, vous avez acheté des légumes, de la viande Légumes, viande et poissons. Sur le poisson, surtout, les commerçants pilotes font des prix très intéressants sur certaines catégories de poissons. C'est à noter. Oui, en conclusion, vous pensez que
tout compte fait, eh bien, cette opération vacances est bienvenue, elle vient à son heure. Elle vient à son heure, elle est absolument nécessaire et il faut continuer l'effort entrepris par cette opération vacances, il faut la continuer, l'élargir même. Oui, bien sûr. Et je pense qu'avec le temps, ça devrait donner de très bons résultats si davantage de commerçants la pratiquent. Pour l'instant, elle est pratiquée surtout par les commerces à succursales multiples, les chaînistes, les coopératives. Ah bah dites donc, ça c'est une archive qui vaut son pesant d'or. Oui, 1964. Alors, cette archive, en fait, elle est tournée juste après, en fait, une réunion menée par Valéry Giscard d'Estaing, qui est ministre des Finances à l'époque, auprès des préfets de France, 23 préfets, pour mettre en place cette opération prix vacances, ça s'appelle, en fait, qui est effectivement de pratiquer des prix un peu avantageux sur les légumes et les fruits, pour animer, stimuler le commerce et faciliter, bien sûr, aux ménages l'achat de produits. Mais on n'en parle pas trop dans ce reportage, même pas du tout. C'est aussi les restaurateurs et les hôteliers qui sont concernés. Donc, je voyais réagir sur un franc 50. Et ben, en fait, c'est un menu à 7 francs. Alors aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est le nouveau franc. Donc il y a quand même eu ce passage au nouveau franc en 1960, mais un menu à 7 francs avec entrée, plat, fromage et dessert, je tiens à le préciser. On est loin là. Là on en est loin, effectivement. Alors quel est le contexte économique de cette archive ? Alors, les années 60, les petits commerces commencent à souffrir un petit peu de l'arrivée des supermarchés qui envahissent en fait les territoires et donc ils subissent de plein fouet l'essor des supermarchés. Donc, ils souffrent forcément de ce qu'on appellerait, on passe plus du pittoresque à l'efficace en fait. Et donc, les politiques, les syndicats, les commerçants essaient de mettre en place des dispositifs. Et donc cette opération prix vacances, c'est aussi un peu pour attirer les clients. Un petit mot quand même sur la mise en scène du reportage, qui est assez étonnante. Ouais. On le voit, je ne sais pas, ça vous fait un peu réagir. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pascal ? C'est loin, c'est loin, mais moi c'est le look déjà, les lunettes, le look, oui. Enfin, je vois ma maman déjà dans ses vêtements, dans cette mode vestimentaire. Puis c'est tout le contexte, puis c'est les années 60, ouais. Carte postale, la petite dame, elle n'a peut-être que 35-40 ans, elle paraît plus âgée. Et donc la mise en scène, et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit les vacances, on a toujours des reportages sur les vacances, mais on est plutôt au péage avec Robert qui est sur la porte. Je serais curieux de voir dans un même temps un reportage filmé en 2018, reporté dans 30 ans. Je pense qu'ils rigoleront bien aussi. Oui, je crois. Donc on ne va pas se moquer trop de ces gens. Restons humbles. Restons humbles. Merci beaucoup, Christelle, pour cette archive étonnante. Merci. On va maintenant passer à l'emploi, Sébastien, avec vous. Alors, on ne parle pas de job d'été. Non, on ne parle pas de job d'été, on parle de job à l'année. Exactement. Pas de job d'été, mais quoique, c'est pas parce que c'est l'été qu'il ne faut pas postuler. On a tendance à penser que tout le monde part en vacances, mais non, les DRH sont toujours là, les chefs d'entreprise aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler. On va parler de 2 sociétés. Une qui s'appelle Ecolis. Ecolis, qui est basée en Ille-et-Vilaine, à Châteaugiron. Donc, comme on le voit sur la photo, qui a un business très particulier puisque elle propose de prendre en charge les remorques derrière les camions. Il y en a qui s'intéressent à l'avant et lui, il s'est intéressé aux remorques puisque peut-être quand vous passez sur les péages, vous voyez des remorques qui sont laissées toutes seules à attendre. Eh bien, malheureusement, des fois, il y a des vols. Il y a même des transporteurs qui cherchent leurs remorques tellement ils en ont un peu partout en France. Eh bien, lui, il a créé un capteur qu'on met dans la remorque qui permet de checker et de savoir où est sa remorque en temps réel. Mais pas que, c'est-à-dire température, même la pression des pneus, on peut savoir si les pneus sont bien gonflés. Un ensemble de technologies, on appelle ça de la télématique. Et donc Guillaume Perdu, qui est le dirigeant de cette société, connaît une grosse croissance et cherche aujourd'hui un commercial pour tout simplement aller démarcher les transporteurs et leur faire une démonstration de cette technologie. Alors, deuxième offre d'emploi, deuxième poste proposé. Tout à fait. On passe du transport automate. Donc, c'est l'histoire de 30 maraîchers qui se sont réunis pour revendre leurs tomates. Et aujourd'hui, donc, ils sont basés à Saint-Armel, toujours en Ille-et-Vilaine.
Et donc, il recherche aujourd'hui quelqu'un qui soit ce qu'on appelle un réceptionniste qualité. Alors, je m'explique parce qu'il y a 2 mots en un. C'est pas un responsable qualité qui va regarder la norme ISO, ni juste un réceptionnaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va accueillir les maraîchers, regarder les tomates quand elles vont rentrer, faire des contrôles aléatoires sur la taille de la tomate, être capable de discuter avec les maraîchers, de dire voilà la taille que tu m'as proposée là. Faudrait revoir un peu la chose. Enfin, quelqu'un qui ait de la diplomatie, qui sache compter forcément. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Qui soit dans la gestion de l'organisation. Et écoutez bien, ils vont pas regarder les diplômes. Ils cherchent quelqu'un qui ait envie de justement rentrer dans ce poste-là. Donc c'est très très ouvert. Et j'adore justement ce type d'offre d'emploi parce que tout le monde, voilà, avec de l'envie, peut venir postuler. Deuxième poste chez eux aussi, parce que j'ai su ça vendredi, ils cherchent un responsable ou une responsable des ressources humaines parce que eux aussi sont en pleine croissance. Donc n'hésitez pas. Envoyez comme d'habitude vos candidatures sur le mail de Sébastien No, sébastien.no@meandmyboss.fr. Et puis voilà. alors, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des gens qui ont trouvé du boulot grâce à vous? Alors, sûr que oui. Ça, oui, bah forcément, on voit beaucoup Parce qu'on en profite, c'est la dernière chronique de la saison. C'est ça, si. Un peu moins sur les profils techniques, en effet. On a parlé de la semaine dernière sur l'émission 360 avec Orange. Ouais. Voilà, les développeurs sont plus des postes dits en pénurie. Donc c'est compliqué. Par contre, oui, sur d'autres sociétés, j'ai reçu des CV que j'ai fait suivre et ça suit son cours. Voilà, donc comme ça date du mois de juin, c'est encore tout récent. Mais j'insiste bien sur le fait que avec les ponts du mois de mai, les entreprises ont pris du retard sur les besoins d'embauche et sont en train d'essayer de rattraper le retard. Donc on reçoit des coups de fil en disant Sébastien, il nous faut ci, Sébastien, il faut un commercial, Sébastien, il faut vite pour le mois de septembre. Sauf que voilà. Donc, petit message à votre attention, ne partez pas en vacances tout de suite, il faut quand même postuler avant, c'est le moment. Exactement. Merci beaucoup Sébastien. Vous restez avec nous, nous sommes à la moitié de cette émission. On retrouvera tout à l'heure la rubrique insolite de notre ami François Coulon, conservateur au musée des Beaux-Arts de Rennes. Côté actualité, ce midi, les titres qui vous seront présentés dans le journal d'Éric Pinault sont les suivants. Nous ferons le point sur l'accueil de 36 mineurs étrangers, dont une grande partie à Sens de Bretagne. Nous évoquerons également la nouvelle limitation à 80 km/h qui est entrée donc en vigueur hier. Et puis notre rubrique Ondes positives sera consacrée au recyclage dans les ports de plaisance. Allez, je vous propose maintenant qu'on retrouve notre ami Billy, toujours au jardin Rocambole, où il y a donc un microclimat. On va tout de suite voir ça se confirmer. Billy. Tout à fait, Laurence. Nous sommes de retour ici au jardin Rocambole avec Luc qui voulait nous montrer cette petite salle. Alors, c'est quoi cette petite salle ici ? Cette petite salle-là, elle nous sert toute l'année pour autre chose. Et puis l'été, on la transforme un petit peu en lieu d'accueil. Les gens arrivent là, d'ailleurs, pour prendre leur entrée au jardin. Boire un coup et tout ça. Boire un coup, ça fait lieu buvette. Et puis on la transforme aussi en petit lieu d'exposition. Donc il y a cette année 7 ou 8 artistes qui exposent. Ah non, c'est vraiment sympa parce qu'il y a de tout. On voit de la peinture. Là, on a l'impression que c'est un travail sur photo. On a l'impression de plumes, c'est de la photo, mais c'est très fin. Comme ça. On a envie d'y toucher. Là, c'est vraiment sympa comme tout. Des céramiques de Sabine qui exposent aussi en extérieur. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Celles qui sont dans le jardin. Voilà. Vincent, Brodin. Là aussi, on a vu tout à l'heure avec... Quand on était dans le jardin, on voyait ça. Les petites poteries, là, c'est vraiment sympa. Alors, c'est un travail d'Élise qui est de Becherel et qui voulait... Il faut lire les petits textes, il faut prendre le temps pour un travail autour du jardin. Voilà, il y a un petit message. Bon, écoutez, Laurence, on va pas tout vous montrer en détail parce qu'il faut quand même encore découvrir des petites choses ici. Mais moi, Luc, j'aimerais bien que tu m'emmènes parce qu'à l'entrée, tout à l'heure, quand on est arrivé, j'ai vu une petite expo qui m'a rappelé des souvenirs et franchement, je voudrais vraiment vous la montrer. Vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Tu veux parler de l'expo photo ? Ouais, c'est ça, qu'il y avait là-bas. C'est joli, ça, quand même. C'est des encres de Jannick. Ouais. Ok. Donc, c'est par ici, l'expo photo, là, que j'ai vu tout à l'heure, en arrivant. Ouais. C'est ça qui est sympa, là. Tu vois, tu sors là et t'es toujours le beau jardin, qui est vraiment superbe. Hop là. Alors, je voulais vous montrer cette petite exposition qui m'a vraiment touchée, parce que ça m'a rappelé ma grand-mère. C'est une exposition sur les blues. C'est ça, Luc, raconte-nous un petit peu. Oui, c'est 2 copines qui ont fait une expo photo qu'elles ont appelée Mamie Blues. Ouais. C'est une sorte de témoignage un peu ethnologique, si on veut. Et de nos grands-mères dans les campagnes. Hein. Les grands-mères dans les campagnes, de dames qui, dans le département, elles ont rencontré, c'est des rencontres d'abord, de gens, de femmes qui portaient encore leur blues. Certaines de ces dames-là ne sont plus là, parce que
Le petit reportage photo a déjà une dizaine d'années. Ok, d'accord. Et voilà, donc ça touche beaucoup les gens, en tout cas, à travers les témoignages qui marquent sur le. C'est ça, parce que moi, ma grand-mère, elle était en blouse du matin au soir, elle faisait dans le jardin. Donc, on voit là Marie-Louise qui dit « Je suis en bonne compagnie. Quand j'ai fini de nourrir les bêtes, je vais lire mon journal. » Exactement ce que faisait ma grand-mère. Il y a plein de petits témoignages comme ça, un mélange de textes à et venir de découvrir photos. ici. Le jardin Rocambole, je voulais vous montrer ça ce matin. C'est pas que le potager, pas que les fleurs, c'est aussi des petites expositions comme ça. On y passe des super moments. Si on a envie d'avoir des petits conseils, on vient de voir le dimanche matin, Ouais, c'est ça ? le dimanche matin, c'est là plutôt que je fais une visite commentée du potager. Petit conseil, venez le dimanche matin, et là, Luc est en bonne disposition pour faire des petits conseils. Voilà, Rocambole, c'est là, tout l'été, à venir découvrir. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Billy. Alors, les blues, forcément, ici, ça ne nous a pas laissé indifférents. Et surtout, Pascal Jaouen. Moi, j'aime bien, moi, les blouses. Je portais des blouses pour aller à l'école. Mais c'est vrai que c'était une mode vestimentaire qui était intéressante. Ouais. Et puis, nos grands-mères portaient des blouses. La blouse, ça fait partie de notre vie. Maintenant, on n'en porte plus. Ça pourrait vous inspirer une collection, ça, dites donc. Mais je crois qu'il y a déjà un artiste breton, un couturier breton, qui s'en était inspiré. Ouais. Et mais pourquoi pas? À quand la blouse brodée? Je demanderai à Michel de peindre toutes les blouses. Voilà. Bon, vous allez avoir du boulot. On va rester dans le domaine de la créativité et de l'art avec vous, François Coulon, conservateur au Musée des Beaux-Arts. Vous nous avez habitués à nous emmener de très très jolis objets tout au long de cette année. Mais alors là, vous faites très fort aujourd'hui. Racontez-nous. On va se déplacer, on va aller voir cette œuvre, mais quand même, dites-nous en 2 mots avant. Eh bien, en fait, grâce à vous, c'est un cadeau que vous faites à vos spectateurs parce que c'est une œuvre qui n'est jamais sortie des réserves, qui n'a sans doute jamais été montrée depuis peut-être le début du 19e siècle et qui qui représente en fait une peinture sur verre chinoise, sans doute des années 1740-1750, et qui est un objet effectivement exceptionnel dans la mesure où toutes ces pièces, hélas, ont été cassées. En général, date du 18e, et donc c'est très rare de pouvoir en trouver intact. Donc là, on a la chance d'en avoir. Eh bien, écoutez, plutôt que d'en parler, on va aller la voir. Je vous invite à vous déplacer justement, et moi je vais faire de même. On va aller voir cette œuvre exceptionnelle qui n'est donc jamais sortie des réserves et qui n'a jamais été présentée à la télévision. Alors voilà, vous allez la découvrir en direct. Regardez cette splendeur, elle est absolument magnifique. Dites-nous tout, François. Alors tout. Exactement, et puis surtout pourquoi est présenté de cette façon-là? Oui, alors en fait, il s'agit. Ce qui est très intéressant avec ce type de pièce, c'est qu'il s'agit d'une pièce effectivement décorative pour des Occidentaux, qui est faite entre guillemets à la chaîne à Canton, en Chine, et en réalité, c'est vraiment l'expression d'un métissage, c'est-à-dire d'une rencontre, d'une relation entre l'Occident et l'Orient. Alors, ce qu'elle a de particulièrement chinois, c'est d'abord son format en longueur. Oui. D'ailleurs, les Occidentaux vont appeler ça des trumeaux, puisqu'ils ne vont pas avoir d'autres idées que de le mettre au-dessus des portes. Donc ils vont appeler ça, ils vont l'utiliser comme un dessus de porte. Et puis ensuite, c'est se dérouler comme un rouleau chinois. Et puis cette lecture qui commence effectivement de gauche à droite, et de droite à gauche, pardon, je suis dans l'autre sens. De droite à gauche, ce qui est une lecture effectivement orientale. Alors ça, c'est tout à fait chinois, avec du style, là aussi, vous avez des pivoines que l'on retrouve dans le paysage. Ce déroulé du paysage qui est en effet le lieu un petit peu confucéen de la méditation, de la permanence et l'impermanence, enfin, qui est un lieu ressource dans la culture chinoise, qui est extrêmement important. Et puis subitement, on a 2 personnages qui sont en très gros plan. Et ça, c'est une inspiration évidemment totalement occidentale, puisque dans le paysage chinois, les petits personnages sont perdus en général et font partie de ce grand cycle qui est celui de la nature. Et là, on a représenté 2 grands personnages en train de discuter, de faire de la musique ensemble dans un paysage. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement occidental. Donc c'est vraiment une œuvre métissée. C'est une œuvre métissée et qui, en même temps, rencontrait la satisfaction des publics occidentaux, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça correspond à un genre qui est tout à fait à la mode en Occident à cette époque-là, et qu'on appelle en anglais conversation piece, c'est-à-dire ces couples qui sont représentés sous un arbre, en train de discuter, de faire de la musique, des petites réunions informelles comme ça, ce côté du 18e de relâchement, de la bonne vie, après un 17e siècle qui en général en Europe est extrêmement difficile, avec la guerre de 30 ans notamment. Et là, on a les Lumières, une espèce de joie de vivre qui s'exprime, et ça correspond tout à fait à cette sensibilité-là. Voilà, donc on a une œuvre qui est vraiment entre 2 civilisations, et qui en même temps est d'un style tout à fait chinois, puisque quand vous regardez de près, vous voyez que c'est peint au pinceau à un poil, et que donc tous les détails sont là, et que c'est extrêmement précis.
Alors pourquoi n'a-t-elle jamais été exposée encore au musée? Expliquez-nous. C'est compliqué. Alors c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors en fait c'est un polymatériau puisque vous avez une glace avec un tain derrière, donc qui est aussi un objet extrêmement précieux au 18e encore. La Galerie des Glaces de Versailles, c'est vraiment on montre sa richesse, son savoir-faire à fabriquer des glaces. Donc c'est un objet très précieux et qui va vraiment aussi impacter les Chinois. Et ensuite vous avez, alors il y a plusieurs techniques. Ici c'est technique de peinture sur verre qui aurait été apprise en fait par les Italiens aux Chinois avec Matteo Ricci, les jésuites à la fin du XVIe siècle. Et donc c'est très compliqué de peindre sur verre. Pour ceux qui connaissent, on sait bien qu'il faut commencer par à l'envers, c'est-à-dire les détails qui viennent en premier plan doivent être mis d'abord et ensuite vous reculez en étant dans le fond de la peinture. Donc il faut avoir une conception de la peinture extrêmement élaborée, il faut avoir tout réalisé d'abord et ensuite savoir qu'en 1 on doit faire le reflet sur le front, le pli sur le genou et puis on recule comme ça pour faire cette peinture. Donc c'est extrêmement compliqué et une fois que vous êtes trompé, c'est plus possible de refaire. Donc c'est une maestria, on pourrait dire occidentale, qui a été totalement appropriée par les Chinois et on voit bien le résultat. Ils sont tout à fait maîtres dans cette technique qui vient d'Occident. Donc il faudra trouver un restaurateur. Il va falloir trouver plusieurs restaurateurs pour la glace, pour le type de peinture qui n'est pas vraiment une peinture à l'huile mais avec des liants un peu différents. Ensuite restaurer la glace, restaurer le montage aussi qui est du 18e. Donc en fait, ça fait plusieurs restaurateurs et en fait, c'est très très compliqué de trouver des ateliers qui puissent travailler ensemble. Là, on avait un bel exemple tout à l'heure sur le plateau de cette connivence entre restaurateurs parce qu'il faut vraiment pouvoir trouver des gens qui savent jusqu'où ne pas aller trop loin et puis laisser la place à l'autre. Et c'est très compliqué, y compris dans les ateliers de restauration. Bon, donc en gros, on n'est pas prêt de l'avoir dans les collections du musée pour l'instant. Si, on espère trouver d'ici la fin de l'année une équipe qui soit capable de restaurer cette œuvre qui n'a jamais été montrée. Ça doit lui faire un peu bizarre, les projecteurs, là. Je pense que si elle n'a pas vu le jour depuis quelques siècles. Non, là, ça va. Merci beaucoup, François. Allez, on vous retrouvera à la saison prochaine. Oui, j'espère. Avec grand plaisir. Merci infiniment de nous avoir fait découvrir tous ces trésors tout au long de l'année. Allez, qu'est-ce que vous diriez de découvrir justement un autre trésor, mais cette fois-ci du patrimoine? On va découvrir la chapelle Saint-Yves. On y va tout de suite. Ce cloître, ce clocher, cette chapelle, pendant des décennies, ces trésors architecturaux de la fin des années 20 étaient inconnus du grand public, réservés aux 700 ecclésiastiques qui ont été formés là durant 40 ans. Après 2 ans de travaux, le site est désormais ouvert à tous, l'occasion de découvrir un joyau. On va rentrer dans la chapelle. Une chapelle bâtie en 1929 par Georges Robert Lefort. C'est un peu surprenant au départ parce qu'on est habitué à avoir des chapelles très figuratives. Ici, il n'y a rien de figuratif ou très peu. Donc c'est vraiment du style art déco. Vous imaginez en 1929, quand cette chapelle a été construite, ça a été un petit peu révolutionnaire dans le pays parce qu'on n'était vraiment pas habitué à ce style de décor. Des formes épurées et géométriques, influencées par le cubisme et marquées par une profusion de couleurs, notamment sur les murs. Les murs, la peinture est d'origine et la technique de peinture, à l'époque, ça s'appelait du fresco. Et il s'agissait de peindre sur un mortier, donc sur du ciment qui n'était pas encore sec. Donc ça veut dire que la chapelle, elle a été cimentée, peinte, cimentée, peinte. C'est magnifique. C'est magnifique. Et quand on voit l'état de conservation de toutes ces peintures et de cette décoration, c'est surprenant. Parmi les richesses des décors, également des mosaïques d'Isidore Odorico. Ici, dans cette chapelle, il a fait les chapiteaux des piliers. Mais aussi ces 2 autels à l'arrière de la grille de fer forgé. Là aussi, une véritable œuvre d'art qui a dû être restaurée. La particularité de cette grille, c'est qu'il n'y a aucune soudure. Tout est rifté. Donc vous regarderez, il y a plein de petits rivets partout. Et donc il y a eu 600 heures de travail pour la réaliser. C'est un art effectivement qu'on ne voit pas du tout, l'art déco jamais vu dans une chapelle, et c'est très beau. Très beaux aussi les motifs au sol, les couleurs noires et blanches, les artichauts sur les stalles et le mobilier. Tous portent la signature du mouvement régionaliste des 16 Breurs. C'était un courant artistique avec des gens qui étaient intéressés par tout ce qui était breton. On retrouve bien sûr dans la chapelle aussi toute l'inspiration bretonne avec les trisquels, le noir et blanc. Donc c'était vraiment valoriser le patrimoine breton. Un courant artistique que l'on retrouve dans la crypte, notamment avec une toile de Xavier de Langlais. Un patrimoine exceptionnel à découvrir sans tarder. J'en connais un qui va y aller, n'est-ce pas, Pascal Jaouen? Oui. Magnifique. Ouais.
Très très belle découverte que cette chapelle Saint-Yves. On va maintenant découvrir justement un peu plus en profondeur le travail de Michel Costiu. Michel, vous définissez votre art comme l'art en mouvement. Pourquoi? Vous en avez dit 2 mots tout à l'heure, mais... l'art en mouvement et surtout la traduction du mouvement. D'abord, c'est que je représente, en fait, j'aime pas trop le mot représenter, mais enfin, je trace le mouvement. Et de ce fait, je suis obligé de me mettre moi en mouvement. Alors après, mouvement ne veut pas dire non plus qu'il faut courir partout, vu mon âge, mais enfin, il faut quand même, il se passe quelque chose dans le corps en fait, qui va au-delà du pinceau et de l'outil. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce reportage sur votre travail. C'est une production de la société Hilar. J'ai eu la chance de recevoir un enseignement académique superbe, très varié, pluridisciplinaire. Et après, la révélation, ça a été l'école Estienne, dans une classe expérimentale où les professeurs étaient tous issus du mouvement de Bauhaus. Et là, ça a été effectivement une découverte extraordinaire, parce que là, j'ai appris la relation entre le corps, l'architecture, la danse, la musique. L'académisme est devenu lourd, pesant et un peu contraignant. Donc il y a eu un besoin énorme de sortir de cette carapace. La complicité des danseurs, des comédiens, des acrobates m'a permis effectivement de rentrer dans cette démarche du mouvement et d'aller beaucoup plus loin dans l'expression, dans la liberté du geste, la vivacité, la projection des émotions immédiates qui étaient peut-être altérées un petit peu dans la fabrication d'une toile traditionnelle avec des préparations de support, une réflexion, des esquisses. C'est une démarche que je n'ai pas choisie. Je pense qu'elle est venue à moi, elle est venue en nécessité absolue. Je pense même qu'elle a été une thérapie. Je travaille avec de la musique, je travaille à l'éponge, je fais un travail de saturation de la toile, ensuite interviennent les personnages, soit en direct, soit en retransposé, mais toujours dans la vitesse et dans le mouvement. Et la toile se nourrit petit à petit, comme ça, de successions d'interventions. Principaux actuellement, c'est l'éponge, encore parfois le pinceau, l'encre de Chine beaucoup, le doigt aussi. La grosse difficulté, c'est d'accepter de le lâcher prise, d'accepter que par la vitesse, on n'arrive pas à saisir les détails. Un geste peut venir par mécanisme, mais il n'est pas prévu. Pour moi, c'est ce qui constitue mon œuvre actuellement. C'est tout ce qui n'est pas prévu, qui intervient. La toile même a sa propre vie. À un moment donné, elle me commande des choses et je suis obligé de la suivre. Je ne vais pas rectifier, corriger, je continue. S'il y a une tâche qui arrive, elle arrive. Si elle est plus importante, je la rends encore plus importante. Si elle a un sens. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vivant et qui doit rester vivant le plus possible.
prise, c'est insaisissable. Magnifique travail. On est tous subjugués là. Il n'y avait pas un bruit sur le plateau pendant le reportage. Christelle, ça vous inspire quoi? Moi, ce qui m'a amusé, c'est de voir le modèle bouger, danser. Ouais, et justement, j'ai tout de suite réagi auprès de Michel parce que c'est surprenant. On voit toujours un modèle qui reste figé en attente que le peintre, voilà. Mais c'est ça qui était, enfin déjà qui m'a surprise. Puis après, la rapidité d'exécution, enfin, et le lâcher prise. Ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que vous êtes détendu en fait. Oui, très. Enfin, on se demande qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Michel en ce moment. Je pense qu'il n'y a rien. Je pense que oui, mais le problème du lâcher prise, c'est qu'il faut lâcher. Donc, si on veut garder des choses, moi, cet apprentissage-là, en fait, tout s'est passé à l'origine avec il y a quand même pas mal d'années, avec un danseur qui est venu poser comme ça dans un cours où je donnais des cours de dessin classique, donc modèle vivant statique. Et puis ce garçon est arrivé un peu de la lune, quoi. Il était un peu étrange, un peu grand, un peu mince, un peu évanescent, un peu comme ça, un peu lunaire. Et donc pas très intéressant en tant que modèle classique. On était plutôt dans les modèles camionneurs à l'époque, des muscles. Enfin, et là, tout d'un coup, quelqu'un qui est un peu filiforme comme ça, c'est moins intéressant. Et voilà, j'ai commencé à le faire bouger. Et c'est là, bien sûr, comme il était danseur, il venait chez Peter Goss et c'était très bien. Et puis un jour, je lui dis, bon, tu vas venir dans mon atelier et tu vas faire ce que tu veux. Exactement ce que tu m'as dit, proposé pour les tissus. Et j'ai dit, après, moi, si je suis si bon dessinateur que ça, je dois me débrouiller avec l'histoire. Voilà. Et là, l'inspiration est née. C'est plus que l'inspiration, c'était une thérapie terrible. Ça a été quand même 2 ans de remise en question, parce que moi, j'avais une formation excessivement classique. Oui, voilà, Beaux-Arts de Toulouse, Beaux-Arts de Paris. Enfin, voilà, j'étais quand même bien empaqueté. Et comment sortir de ça sans que ça soit, pour que ça ait un sens. Et voilà. Et la réponse voilà. Et ça a été une aventure superbe. Il est resté quelques années à Paris. Et dernièrement, il est revenu nous voir avec beaucoup d'émotion. On s'est revus 1 ou 2 fois entre-temps. Et il m'a dit aussi ce que ça lui avait apporté à lui, cette rencontre-là. Et là, c'était aussi un bel échange parce que on a fait des expériences jusqu'à la transe pratiquement, quoi. Mais écoutez, votre travail est magnifique et à découvrir donc sur votre site internet www.michelcostu.fr. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, Pascal Jaouen, Michel Costu. Votre exposition commune est donc à découvrir à l'école de broderie d'art de Quimper jusqu'au 14 septembre. Et puis n'oubliez pas également la chapelle Saint-Yves de Saint-Brieuc que nous avons vu dans un reportage tout à l'heure, à découvrir également. Donc si vous vous ennuyez ce week-end, eh bien on n'y sera pour rien. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci Christelle, on vous retrouvera également à la rentrée pour de nouvelles archives à découvrir, nouvelles archives INA. On vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain, mardi 9h50. Ce sera un avant-goût d'été avec des idées pour occuper vos enfants pendant les vacances, une sélection de balades également à faire sur les 4 départements bretons et puis un bouquin à glisser dans votre sac de plage, celui de l'auteur de science-fiction Franck Tanviret, qui sera également notre invité demain matin dès 9h50. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous. À demain.